Ceci est un livre audio autogénéré par Google. Les cahiers de Confluence. Collection dirigée par Jean-Paul Chagnolot. Il constitue le prolongement de la revue Confluence Méditerranée. Déjà paru dans cette collection. Méditerranée, l'impossible mur de Bernard Ravenel, 1995. Algérie, les islamistes à l'assaut du pouvoir d'Amin Touati, 1995. Israéliens-Palestiniens, la longue marche vers la paix, de Doris Ben-Simon, 1995. Les cultures du Maghreb, sous la direction de Maria Angels-Rock, 1996. Le partenariat euro-méditerranéen après la conférence de Barcelone, de Bichara Kader, 1997. Regarde, voici Tanger, de Boubker El-Kouch, 1997. Jérusalem, Villiers ouverte, sous la direction de Régine Docquois-Cohen, Shlomo Elbaz et Georgine Tlayen. La République de la Macédoine, nouvelle venue dans le concert européen, sous la direction de Christophe Chiclet et Bernard Laurie, 1998. L'Europe et la Méditerranée, stratégie politique et culturelle, 19e et 20 siècles, sous la direction de Gilbert Meignet, 1999. Le guépier kosovar sous la direction de Christophe Chiclet et Bernard Ravenel, 2000. Méditerranée, défis et enjeux, de Paul Balta, 2000. Palestiniens et Israéliens, le moment de vérité, sous la direction de Jean-Paul Chagnolot, Régine Docquois-Cohen et Bernard Ravenel, 2000. La Tunisie de Ben Ali, la société contre le régime, sous la direction d'Olfa Lamloum et de Bernard Ravenel, 2002. Chronique d'un pacifiste israélien, d'Uri Avnery, 2002. Les langues de la Méditerranée, sous la direction de Robert Bistolfi, 2002. La Méditerranée des Juifs, Exode et enracinement, sous la direction de Paul Balta, Catherine Dana, Régine Docquois-Cohen, 2003. Sport et politique en Méditerranée, sous la direction de Christophe Chiclet et Collège et Gelochage, 2004. La sous-représentation des Français d'origine étrangère, sous la direction de Ada Bekouche, 2005. Chrétiens d'Orient sous la direction de Pierre Blanc, 2008. Avant-propos. Robert Bistolfi. Membre du comité de rédaction de Confluence Méditerranée. Il n'est pas illégitime, dans une nation républicaine, de s'interroger sur les raisons du vivre ensemble et sur la solidité d'un pacte qui doit toujours être renouvelé. Mais le moment, les conditions et les objectifs de cette interrogation sont essentiels. Tel qu'il a été engagé, le débat qui a été ouvert en France n'était pas clair. La suspicion a pesé sur les raisons de son lancement. Immédiatement liée, ne serait-ce qu'en raison du ministère qui a piloté l'entreprise, la question de l'immigration a conduit à un brouillage supplémentaire. Très vite, et bien que ses promoteurs se soient défendus de tout amalgame, le débat a glissé vers une interrogation sur la présence musulmane dans la société française et sur la compatibilité des valeurs de l'islam avec celles de la République. Largement traitées par les médias, diverses affaires, des minarets suisses à la burqa, ont contribué à cette polarisation sur la question de l'islam. Toutes ces données sont connues. Libérés par le débat sur l'identité nationale, les propos outranciers sur l'islam ont dit des inquiétudes qu'il ne faut pas écarter sans plus. La crise actuelle est multiple. Économique, sociale et politique, et elle touche aussi aux valeurs. Elle induit le repli, la fermeture et le rejet. Si cela n'ôte rien à leur caractère nauséabond, les propos anti-musulmans traduisent aussi, sinon d'abord, un mal-être de la société qui est plus général, et un doute sur son aptitude à gérer de manière apaisée le couple, unité-diversité. Dans ce climat anxiogène que des événements internationaux alimentent aussi, un islam devenu deuxième religion de France nourrit la crainte d'une démarche agressive et d'une volonté de conquête. Tel fait divers surmédiatisé ou telle demande d'accommodement raisonnable vient conforter les peurs et empêcher de percevoir comment, dans les faits, les comportements et les aspirations, dans une même couche sociale, sont proches et pour l'essentiel indépendants de la culture religieuse. Combien, s'agissant de l'immense majorité des musulmans, l'incompatibilité prétendue de leurs croyances avec les valeurs de la République relève d'une méconnaissance des faits et d'un a priori idéologique. Ce qui est dangereux dans cette mécanique de la méfiance, c'est qu'elle construit l'islam comme un corps rigide, corseté de dogmatisme, et tous les musulmans comme un ensemble humain homogène,
animée par une vision uniforme de la société, soudée par une dangereuse volonté d'affirmation collective. Outre qu'elle est contraire aux faits, qu'elle empêche une perception éclairée des dynamiques qui sont réellement à l'œuvre, cette essentialisation de l'islam et des musulmans est dangereuse en ce qu'elle fortifie une islamophobie qui ne craint plus, à droite, et parfois à gauche, de s'exprimer. Elle consolide l'idée d'un clivage fondamental, irréductible, entre la composante culturelle musulmane de la société française et un ensemble de valeurs hexagonales, façonnées par les siècles. Sur ce point, un ancien ancrage chrétien, les apports des Lumières, la laïcité comme acquis institutionnel sont prioritairement mis en avant. Si les trois volets sont indéniablement constitutifs de notre histoire culturelle et politique, ils n'ont pas abouti pour autant à un bloc figé qui interdirait toute évolution et tout enrichissement du socle sociétal. Il faut partir des faits. Plusieurs enquêtes socioculturelles montrent que la réalité n'avalise pas les inquiétudes et le pessimisme ambiant. S'il n'y avait pas les graves problèmes sociaux de la période, si les politiques n'apparaissaient pas sans prise sur une crise qui est loin d'avoir développé tous ses effets déstabilisateurs, l'épouvantail musulman agité comme dérivatif perdrait sans doute spontanément de son efficacité. Mais la crise perdure, et le mal est là qui appelle des contrefeux. Le phénomène n'est d'ailleurs pas seulement français comme le montre, dans plusieurs pays de l'Union européenne, une extrême droite qui capitalise toutes les peurs sociales en agitant le fantasme d'une islamisation rampante. Rendre audible la parole libre d'intellectuels et d'intellectuelles musulmanes disant comment ils, et elles, conçoivent l'avenir des musulmans en France, ainsi que l'évolution de l'islam en situation de minorité. Cet objectif s'inscrit dans la recherche des contrefeux évoqués. Il est urgent en effet de casser la perception d'un islam monolithique et lourd d'affrontements. Les auteurs réunis l'ont été en raison de leur participation active aux débats qui traversent la société, et aussi en fonction de la différence de leurs perceptions et options. On constatera que la palette des sensibilités est large. Les spécificités institutionnelles et idéologiques de la situation française ayant été soulignées, il importait de mettre en évidence, face à elles, la diversité qui caractérise la mouvance musulmane et qui est à l'image du reste de la société. Diversité des analyses et des choix individuels. Les intellectuels musulmans sont de plus en plus présents dans le débat d'ensemble sur l'avenir de la société française, et certains d'entre eux ont un engagement militant. Intellectuels musulmans, le qualificatif n'est en rien réducteur à la seule étiquette musulmane, c'est en tant qu'intellectuels autonomes qu'ils ont été sollicités. Certains d'entre eux ont une démarche dont l'assise religieuse est première, mais d'autres sont simplement de filiation musulmane sur le plan culturel, sans engagement religieux. La diversité des choix et des parcours met en évidence la dynamique des questionnements qui est à l'œuvre. Il apparaît qu'elle est beaucoup plus riche et encourageante que ce qu'affirment les discours tablant sur la peur. L'exigence d'écoute doit croître. Elle manque trop souvent de confiance face à des prises de position dérangeantes parce que porteuses pour les plus rigoureuses d'entre elles, d'interpellations souvent justifiées face à un corps de valeurs assises, insuffisamment interrogées et n'incitant plus de ce fait à une rencontre confiante avec l'autre, un autre qui est aussi déjà une partie de nous-mêmes. Les musulmans dans la République, un passé et un avenir en partage. Raleb Benchek, président de la Conférence mondiale des musulmans pour la paix. Auteur de « La laïcité au regard du Coran, presse de la Renaissance ». Le débat sur l'identité nationale a été l'occasion malheureuse de libérer une parole raciste et désinhiber une attitude xénophobe. Outre que nous croyons qu'il ne relève pas des prérogatives de l'administration d'en organiser les modalités, sa justification a été plus que problématique. Très tôt, le débat a connu des dérapages affligeants sur la présence de l'islam en France. Aussi, jamais la question islamique n'a-t-elle été posée avec autant d'acuité que ces temps-ci. Nous parlons de question, avec ce qu'elle induit de nos jours comme problème épineux et sérieux, tout comme on évoquait au début du siècle dernier la question d'Orient avec les implications politiques et géostratégiques que nous connaissons et les séquelles profondes auxquelles la communauté internationale est confrontée. Elle est devenue, depuis 2 décennies, cruciale et fondamentale en France et de par le monde. Elle est au centre d'enjeux nationaux et internationaux, dans un climat de tension, de crainte et d'incompréhension. En outre,
Un traitement médiatique particulier ainsi qu'une production éditoriale abondante ont davantage exacerbé ces tensions. Il est vrai qu'à ce sujet, une littérature de gare foisonnante souvent insidieuse et une analyse de comptoir proliférante parfois tendancieuse n'ont pas permis de voir plus clair et encore moins d'aplanir lesdites tensions. Et nous assistons ahuris à la montée d'une certaine hystérie collective caractérisée par l'exagération des modalités d'expression d'une flopée d'analystes, de stratèges et autres observateurs avisés. Elle gagne toutes les franges des opinions publiques occidentales, depuis celles qui se méfient jusqu'à celles qui s'en prennent aux lieux de culte. Aussi une islamophobie ambiante se fait-elle sentir. Par moments, la psychose est quasi palpable. À vrai dire, cette peur de l'islam est explicable pour une part, d'abord et surtout par le comportement déviant, inqualifiable d'une petite minorité très réduite, d'illuminés exaltés, autoproclamés seuls procurateurs de Dieu, défenseurs exclusifs de ses droits, alors qu'ils ne cessent de tout bafouer. À cet égard, la responsabilité des hiérarques musulmans est engagée. Leur frilosité et leur pusillanimité, par le passé, ont frisé la lâcheté. Pour l'heure, confessons que nous n'avions jamais pensé qu'adviendrait un jour où nous aurions à nous poser de sérieuses questions à propos de ce qu'on appelle désormais le voile intégral. Le port de cet habit par certaines femmes musulmanes est au centre d'une polémique très engagée. Il fait l'objet de controverses parfois très tumultueuses. C'est dire que la société française connaît une réelle mutation à côté de toutes ses préoccupations existentielles, qui n'est pas sans produire des appréhensions majeures. En réalité, cet état de fait est dû dans une large mesure à l'incurie organique propre au cadre musulman, ou déclaré comme tel, depuis au moins 2 décennies. La proto-histoire de cette nouvelle et épineuse affaire a commencé, rappelons-le, avec les 2 jeunes élèves inscrites au collège de Creil. Elles venaient en cours avec un foulard couvrant leurs cheveux, et au nom du principe de la laïcité, le principal du collège leur avait interdit l'accès en classe. À ce moment, si les voix des hiérarques musulmans s'étaient élevées pour expliquer avec autorité et connaissance que les injonctions coraniques et les paroles prophétiques quant à l'acquisition du savoir et de la science sont beaucoup plus nombreuses et beaucoup plus impérieuses que de vouloir emmitoufler des fillettes à peine nubiles, et de compromettre ainsi leur scolarité, nous ne serions pas arrivés à la situation actuelle. Au contraire, nous avons assisté à la réaction véhémente et victimaire de certaines associations musulmanes. Quelques-unes, parmi ces associations, se sont même endettées pour payer les honoraires des meilleurs avocats ténors du barreau parisien qui devaient plaider leur cause. Et nous savons tous comme l'affaire du voile des jeunes collégiennes et lycéennes à l'école publique a été réglée, une quinzaine d'années plus tard. Souligner cet aspect de la genèse du problème du voile a pour effet de mettre en exergue avant tout les atermoiements des cadres musulmans devant l'offensive fondamentaliste. D'abdication en abdication et de démission en démission, nous nous retrouvons de régression en régression. Et les différentes affaires qui ont émaillé la vie publique en France, notamment, n'ont jamais été tranchées avec l'autorité morale et spirituelle requise. Voilà qu'au printemps dernier, nous sommes surpris par une énième polémique qui enfle au sujet du port du voile dit intégral, faute de meilleure appellation. Dès lors que le voile, tout court, est désormais admis comme une manifestation somme toute naturelle, du respect de la liberté des femmes musulmanes majeures et de stricte observance de l'arborée en dehors des cas, peu ou mal définis d'ailleurs, par l'administration, encore une fois, l'attitude des hiérarques musulmans paraît en l'occurrence ambiguë voire paradoxale. D'un côté, ils nous expliquent, non sans raison, que cette tenue vestimentaire n'est qu'un épiphénomène ultra-minoritaire qui n'a aucun fondement coranique, et qu'il n'est recommandé par aucune parole prophétique. Ce serait un comportement de certaines femmes, au nombre epsilonesque, aux confins de la tradition phallocrate. Le port du voile intégral se situerait dans ce cas à l'interface entre les coutumes machistes et misogynes enracinées dans certaines contrées du monde islamique, et une compréhension on ne peut plus ailée et rigoriste de la pratique religieuse. Dans ce cas, ces hiérarques consonnent aux propos du président de la République, en souscrivant à l'idée que ce voile intégral n'est pas le bienvenu sur le territoire national. Et ils ajoutent aussitôt que personne en France n'accepte la parenté avérée de cet accoutrement choquant avec la religion islamique. Cependant, de l'autre côté, ils argumentent leur refus de la loi interdisant le port de ce voile intégral par leur crainte de voir tous les musulmans stigmatisés. Ils devraient, en principe, être à minima
indifférents ou peut-être se réjouir qu'une disposition législative puisse mettre fin à la perversion de leurs traditions religieuses par des groupes quasi-sectaires. À supposer qu'il n'ait pas à cœur le sort de ces femmes cloîtrées volontaires, ou devant subir les diktats du mal. Ensuite, cette phobie de l'islam est due aussi à la méconnaissance gravissime du sujet. Le simple vocable islam génère beaucoup de fantasmes. Que le citoyen européen de base, choqué par l'hyperterrorisme, colporte dans des raccourcis hâtifs, des préjugés saugrenus, ce serait compréhensible voire excusable dans une certaine mesure. Nous pourrons simplement regretter que ce citoyen délègue sa capacité d'entendement aux faiseurs d'opinion. Mais le drame réside justement au niveau de certaines déclarations d'autorité politique, religieuse, journalistique et académique. Que de billevesées et de fadesses n'ont-elles pas déversé? Que d'ineptie et d'idiotie ne continuent-elles pas à débiter? Le discours alarmant et creux ne maîtrise même pas le vocabulaire afférent à la tradition islamique. On entend que le DJIH à accent circonflexe D est une guerre sainte, et que la fatwa est une condamnation à mort. La charia y est présentée comme une loi de coupeur de main, et Allah comme une divinité mahométane. En réalité, après le péril rouge disparaissant et le péril jaune évanescent, voilà le péril vert plus que menaçant. Dans ce spectre des couleurs, c'est celui de la peur qui est brandi afin de caresser les bas instincts de l'homme et de jouer sur ses angoisses. La sortie de crise passe nécessairement par la préparation d'un collège d'uléma, versé dans les connaissances théologiques. C'est d'imams sérieux et compétents, à l'esprit gallican, dont nous avons tous besoin. Et leur formation n'est pas l'affaire des seuls musulmans. Il incombe aussi à la République de veiller dans les départements concordataires à ce qu'un institut de théologie islamique puisse être bâti pour lui garantir son indépendance et lui assurer son autonomie financière. Il y va de l'intérêt supérieur de la nation que d'assumer, dans cette délicate histoire, les responsabilités politiques audacieuses et néanmoins nécessaires, et cela pour des raisons d'équité avec les autres cultes en présence dans le Concordat et surtout pour des raisons de souveraineté de l'État français. De grâce. L'argument spécieux sur l'absence de la religion islamique lors des dernières tractations perpétuant le régime concordataire ne peut pas tenir. La France était alors une puissance musulmane. En tout état de cause, on ne peut pas indéfiniment brandir la laïcité comme une exception française, puis soutenir que le concordat est une exception dans l'exception et enfin assurer que l'islam est une exception dans l'exception dans l'exception. Une laïcité bien comprise permet la rencontre des idées et des doctrines. Elle assoit les forums pour des débats publics sereins, objectifs et constructifs. La laïcité est la catalyse de l'alchimie du mieux vivre ensemble. Toujours est-il que la communauté musulmane en France est en recherche. Sans verser dans la victimisation ni dans le misérabilisme, elle est désemparée et se sent à la dérive. Elle est perçue comme halogène et adventice au corps national, le plus souvent traitée en termes d'extériorité, corroborée par la fameuse opposition entre Français et musulmans, alimentée aussi, il est vrai, par les citoyens musulmans eux-mêmes. La nouveauté étrange réside dans le glissement sémantique qui, en langue française par exemple, d'immigré fait passer à musulman, via arabe et beurre. Cet état de fait où l'on ethnicise en confessionnalisant est avalisé par l'usage de plus en plus fréquent d'un vocabulaire imprécis et inapproprié, parlant de préfets musulmans, ou de suspects de type musulman, comme on pourrait vanter les mérites d'un médecin musulman. Le président de la République évoque dans sa tribune publiée dans Le Monde la discrétion qu'il conseille à ses compatriotes musulmans. Ainsi les accueillis respecteront-ils mieux les accueillants? Loin d'être ce bloc monolithique ou cette masse unifiée, la communauté musulmane est travaillée par de forts courants contradictoires, des plus sécularisés, de loin les plus nombreux, jusqu'aux plus fondamentalistes. Composite, plurielle et diversifiée, son tissu social n'est pas harmonisé, en ce sens qu'elle est constituée grosso modo de deux entités totalement disjointes, dont la première est un pôle minoritaire qui n'est pas bien sûr concerné par les projecteurs des médias, mais qui tout de même existe et nous devons en tenir compte pour que la grille de lecture sociétale soit complète et déployée dans toute sa rigueur intellectuelle. Il s'agit de musulmans, la plupart de souche arabe, avec le même accent rocailleux qui les caractérise. Leur progéniture fréquente les grands lycées, où elle est inscrite à l'école des Roches quand elle n'étudie pas dans les prestigieux collèges européens.
Ils ne sont jamais soupçonnés de radicalisme. Jamais ils ne seront qualifiés d'islamo-délinquants, on ne négocie rien avec eux. Mieux encore, avec une obséquiosité servile, quand ce n'est pas une duplicité hypocrite, on leur fait des courbettes car ils sauvent le marché des yearlings à Deauville ou celui des pouliches à Longchamp. Les maisons de haute couture réservent des défilés privés à leurs épouses ou à leurs concubines. Ils soutiennent l'emploi dans les palaces parisiens qu'ils soient propriétaires ou clients consommateurs. Le Gotha se bouscule dans leur manoir et la jet-set sur leur yacht. L'autre entité musulmane, majoritaire celle-là, est constituée d'hommes et de femmes prolétarisés, marginalisés, défavorisés, paupérisés, ostracisés, méprisés, mais surtout désislamisés. Et nous assistons à une réislamisation de néophytes, telle une revendication politico-identitaire. Avec une véritable talibanisation des esprits, toute une jeunesse s'agrippe à des épiphénomènes de type vestimentaire ou alimentaire. Elle y tient mordicus, se rassurant avec ce qu'elle croit être l'essentiel de l'orthopraxie. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.